Dans les rues animées du cœur de Paris, où les klaxons des voitures se mêlent aux éclats de voix des passants, une injustice allait bientôt éclater sous les yeux d'une foule insouciante. Camille Dubois, une femme noire d'une quarantaine d'années, sortait d'une longue journée au palais de justice. Son tailleur gris anthracite, impeccablement coupé, soulignait son allure élégante et son regard perçant, marqué par une fatigue contenue mais toujours empreint de dignité. Procureure respectée, elle venait de défendre avec brio une affaire complexe, ses arguments affûtés résonnant encore dans la salle d'audience. Mais ce jour-là, le destin allait la placer au centre d'un tout autre procès, un procès de rue, où la justice qu'elle servait serait mise à l'épreuve par l'arrogance et le préjugé. Camille, pressée, devait récupérer des documents chez un confrère, à quelques rues du tribunal, dans un quartier où les immeubles haussmanniens côtoyaient les boutiques animées et les terrasses bondées. Elle conduisait sa Citroën DS3 argentée, scrutant les places de stationnement dans une rue déjà saturée. Enfin, elle repéra un espace étroit entre deux voitures. Dans la précipitation, elle gara sa voiture en créneau, mais pas parfaitement. L'arrière dépassait légèrement, sans bloquer la circulation ni causer de danger. Ce n'était qu'un détail, une imperfection mineure dans une ville où les places de parking sont une denrée rare. Camille verrouilla sa voiture, prête à rejoindre le bureau de son collègue, certaine qu'elle ne serait absente que quelques minutes. À peine avait-elle fait quelques pas qu'une voiture de police, gyrophare allumé, s'arrêta brusquement derrière la sienne. L'agent Pierre Martin, un homme blanc d'une trentaine d'années, descendit avec une démarche lourde, le visage figé dans une moue de mécontentement. Son uniforme semblait trop étroit pour contenir son attitude arrogante. En passant près de la voiture de Camille, il avait dû faire un léger écart pour éviter l'arrière qui dépassait. Ce petit désagrément, combiné à la vue d'une femme noire bien habillée descendant d'une voiture neuve, alluma en lui une étincelle de préjugés. Encore une de ces personnes qui se croient au-dessus des lois, pensa-t-il, déjà en train de la cataloguer sans la connaître. Et, c'est quoi ce stationnement ? Lança-t-il d'une voix agressive, sans même un bonjour, attirant l'attention des passants. So, vous pensez que vous pouvez bloquer la rue comme ça ? Camille, surprise par son ton, se retourna et observa sa voiture. Elle remarqua l'arrière légèrement décalé. Oh so. Pardon, monsieur l'agent ? Répondit-elle calmement, bien que son agacement soit palpable. Je me suis mal garé, je vais corriger tout de suite. Elle fit un pas vers sa voiture, clés en main, prête à ajuster sa position. Mais Pierre Martin n'avait aucune intention de résoudre la situation aussi simplement. Il leva la main pour l'arrêter, un sourire narquois aux lèvres. Corriger ? Vous vous garez comme ça et vous pensez que c'est réglé en 2 secondes ? Vous savez conduire, au moins, ou vous avez acheté votre permis. Son ton était chargé de mépris, chaque mot soigneusement choisi pour humilier. Camille, bien que profondément blessée par cette attaque gratuite, garda son sang-froid. Elle savait qu'argumenter avec un policier en colère sur un trottoir bondé ne mènerait à rien. Elle ouvrit son sac, en sortit son permis de conduire et sa carte grise, et les tendit à l'agent. Pierre les arracha de ses mains, jetant un coup d'œil à la photo et au nom, Camille Dubois. Il la détailla de haut en bas, son regard scrutateur s'attardant sur son tailleur coûteux, sa posture assurée. Une femme noire, élégante, dans une voiture récente. Cela suffisait à alimenter ses préjugés. Camille Dubois, marmonna-t-il avec un ricanement. On dirait une avocate. Une fonctionnaire, peut-être. Son ton sarcastique trahissait son mépris. Sans rien savoir de sa profession, il commença à lancer des insinuations passives-agressives, des stéréotypes éculés. Il suggéra qu'elle ignorait les lois de base, qu'elle n'avait pas sa place dans ce quartier huppé, que les gens comme elle réussissaient en trichant. Chaque mot était une flèche empoisonnée, visant à la rabaisser. Non loin de là, sur le trottoir, Madame Claire, une vendeuse de fleurs d'une 60aine d'années, observait la scène. Ses mains ridées serraient un bouquet de roses qu'elle arrangeait sur son étal. Elle connaissait bien ce coin de rue, où elle vendait ses fleurs depuis des décennies. Quelque chose dans l'attitude de l'agent Martin la dérangeait profondément.
Elle sortit son vieux smartphone et commença à filmer discrètement, son instinct lui disant que cette altercation n'était pas banale. À quelques mètres, un jeune homme, Julien, un avocat stagiaire d'une trentaine d'années, s'arrêta lui aussi. Il revenait d'un rendez-vous au tribunal et reconnut vaguement Camille, ayant déjà croisé son chemin dans les couloirs du palais de justice. Il s'approcha, hésitant, et tenta d'intervenir. Monsieur l'agent, je crois qu'il y a un malentendu. Cette dame veut juste corriger son stationnement. Mais Pierre Martin le fusilla du regard. Restez en dehors de ça, vous, ou je vous embarque aussi. Cracha-t-il. Julien, intimidé, recula, mais garda les yeux rivés sur la scène, déterminé à ne pas détourner le regard. Camille, elle, luttait pour contenir sa colère. Elle prit une profonde inspiration, ses années d'expérience dans les salles d'audience lui rappelant l'importance de rester maître de soi. Elle fixa Pierre Martin droit dans les yeux et parla d'une voix posée, chaque mot pesé. Monsieur l'agent Martin, premièrement, un stationnement imparfait et, au pire, une infraction mineure. J'ai proposé de le corriger immédiatement. Deuxièmement, votre langage et votre ton sont totalement inappropriés et dépassent vos prérogatives. Vous n'avez aucun fondement légal pour m'insulter ou faire des remarques désobligeantes sur mon apparence. Si vous estimez que j'ai enfreint une règle, vous pouvez dresser une contravention conformément à la loi. Je connais mes droits, et je connais vos limites. Elle marqua une pause, son regard inflexible. Votre comportement actuel est inacceptable. Ces mots, prononcés avec une assurance tranquille, furent comme une gifle pour Pierre Martin. Être défié, calmement mais fermement, par une femme qu'il cherchait à intimider, une femme qu'il considérait comme une inférieure, fit monter sa colère. Vous osez me répondre ? Hurla-t-il, s'avançant jusqu'à envahir son espace personnel. Vous vous prenez pour qui ? Vous croyez connaître la loi mieux que moi ? Moi, je suis la loi. Puis vinrent les insultes, des mots ignobles, racistes, des mots qu'aucune personne ne devrait entendre, encore moins de la part d'un représentant de l'ordre. Il les cracha assez fort pour que la foule autour entende, des passants s'arrêtant, choqués. Ferme ta sale bouche, rugit-il, pointant un doigt menaçant vers son visage, ou ne viens pas te plaindre si je t'arrête pour résistance à un officier. Camille, le cœur battant, répondit avec fermeté. Vous n'avez aucun motif légal pour m'arrêter simplement parce que je vous demande de respecter la loi. Mais Pierre Martin n'écoutait plus. Pour lui, le refus de Camille de se taire n'était pas du courage, mais de l'insolence. Et dans son esprit, l'insolence méritait une punition. Juste cette attitude arrogante suffit pour une résistance. Cria-t-il. Sans hésiter, il saisit le bras de Camille. Surprise par la violence du geste, elle recula instinctivement. Ne me touchez pas. Lança-t-elle. Ah, voilà, résistance. Ricana Pierre, comme s'il avait trouvé un prétexte en or. Il lui tordit le bras derrière le dos, provoquant une douleur aiguë. Camille, déstabilisée, tenta de rester debout. Lâchez-moi. Que faites-vous ? Cria-t-elle. Mais Pierre, sourde à ses protestations, sortit ses menottes, et, d'un geste brusque, les referma sur ses poignets. Le métal s'enfonça dans sa peau. On va t'apprendre ce que c'est que de manquer de respect à un officier, marmonna-t-il, satisfait. La scène se déroulait sur un trottoir bondé. Les passants s'arrêtaient, incrédules, regardant d'une femme élégante être menottée violemment pour ce qui semblait être une simple erreur de stationnement. Des murmures s'élevaient. Madame Claire, toujours en train de filmer, sentit des larmes de colère monter. Julien, impuissant mais révolté, serrait les poings. Quelques badauds sortirent de leur téléphone, certains pour filmer, d'autres peut-être pour appeler à l'aide. Camille, elle, ressentait une humiliation profonde, comme une brûlure. Être traitée comme une criminelle, menottée et dégradée en public pour une infraction mineure, pour avoir osé défendre ses droits, était insupportable. Mais elle se força à rester digne. Elle redressa le dos,
leva le menton et fixa Pierre Martin, non pas avec peur, mais avec un mépris silencieux et une détermination inébranlable. « T'as fini ?» lança Pierre, sarcastique, une fois les menottes bien serrées. Il la poussa vers sa voiture de patrouille. « Monte. On réglera ça au poste. » Il ouvrit la portière arrière et la poussa à l'intérieur avant de la claquer violemment. Puis il se détourna, probablement pour signaler son arrestation par radio, savourant son sentiment de pouvoir. Ce qu'il ignorait, c'était que cet acte d'arrogance et de préjugé marquait le début de sa propre chute. Camille, assise à l'arrière, les mains menottées, regardait par la fenêtre. Elle remarqua Madame Claire, toujours en train de filmer, et Julien, qui échangeait des regards avec d'autres passants. Elle savait que cette injustice ne resterait pas dans l'ombre. La vérité allait éclater, et avec elle, une leçon que Pierre Martin n'oublierait jamais. La voiture de patrouille filait à travers les rues de Paris, ses gyrophares projetant des éclats bleus et rouges sur les façades haussmanniennes. À l'arrière, Camille Dubois, menottes aux poignets, gardait une posture droite, son regard fixé sur la nuque de l'agent Pierre Martin. La douleur des menottes, qui mordaient le sapot, n'était rien comparée à l'humiliation qu'elle venait de subir. Pourtant, dans son esprit, la colère se mêlait à une détermination froide. En tant que procureur, elle connaissait la loi mieux que quiconque, et elle savait que l'arrogance de Pierre Martin ne resterait pas impunie. Ce dernier, assis au volant, jetait des coups d'œil dans le rétroviseur, un sourire satisfait aux lèvres. Il croyait avoir remporté une victoire, avoir remis à sa place une femme qu'il jugeait insolente. Il rédigea un rapport radio laconique, décrivant Camille comme une suspecte non coopérative, résistante à l'autorité. Il était convaincu que cette arrestation renforcerait son image d'officier inflexible, ignorant que chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il avait fait, était déjà en train de se retourner contre lui. Au même moment, sur le trottoir où l'incident s'était déroulé, la foule commençait à se disperser, mais l'indignation restait palpable. Madame Claire, la vendeuse de fleurs, rangea son téléphone dans la poche de son tablier, le cœur lourd. Les images qu'elle avait capturées étaient nettes. L'agent Martin, agressif, criant des insultes racistes, menottant brutalement une femme pour une faute mineure. Elle ne connaissait pas Camille, mais son instinct de femme ayant vu trop d'injustice dans sa vie la poussa à agir. Elle envoya la vidéo à une amie journaliste, Léa Morel, qui travaillait pour un média local connu pour ses enquêtes audacieuses. « Regarde ça, Léa », écrivit-elle dans un message. « Ce n'est pas normal. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. » Pendant ce temps, Julien, le jeune avocat Storgière, ne pouvait se résoudre à partir. Il s'approcha de Madame Claire, encore secouée. « Vous avez tout filmé ?» demanda-t-il à voix basse. La vieille femme hocha la tête, ses yeux brillants de colère contenue. « Oui, et je ne vais pas me taire. Cette femme ne méritait pas ça. » Julien, inspiré par son courage, lui tendit sa carte de visite. « Je suis avocat. Si elle a besoin d'un témoin, je suis là. » Madame Claire prit la carte, un sourire déterminé aux lèvres. Une alliance silencieuse venait de se former. Au poste de police, un bâtiment gris et fonctionnel dans le 6e arrondissement, Pierre Martin gara sa voiture avec assurance. Il ouvrit la portière arrière et fit signe à Camille de sortir. « Allez, on va régler ça à l'intérieur », lança-t-il, son ton toujours empreint de mépris. Camille, les mains encore menottées, descendit avec une dignité qui contrastait avec la brutalité de la situation. Elle ne dit rien, mais son regard perçant semblait transpercer Pierre. À l'intérieur, le poste bourdonnait d'activité, des officiers tapaient en des rapports, des téléphones sonnaient, et l'odeur du café froid flottait dans l'air. Pierre conduisit Camille vers une salle d'interrogatoire, espérant peut-être l'intimider davantage. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, une autre voiture de patrouille s'arrêta devant le poste. 2 officiers en sortirent, la lieutenante Sophie Laurent, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux blonds, tirés en un chignon strict, et le capitaine Marc Dubois, un homme grand et imposant, connu dans tout le département pour son intégrité sans faille. Par un hasard du destin, ils avaient entendu le rapport radio vague de Pierre et, patrouillant à proximité, avaient décidé de vérifier ce qui se passait.
Martin, c'est quoi cette histoire? Demanda Sophie Laurent en entrant, son ton professionnel mais teinté d'une pointe d'agacement. Elle remarqua la voiture de Pierre garée en travers, gyrophares encore allumés, et la foule de curieux qui s'attardait à l'extérieur. Marc Dubois, silencieux, observait la scène avec un regard perçant. Pierre, pris de court, retrouva rapidement son assurance. Rien de grave, lieutenant, capitaine, répondit-il avec un sourire forcé. J'ai arrêté cette femme pour obstruction, non-coopération et résistance. Une histoire de stationnement mal géré qui a dégénéré. Il désigna Camille, toujours menottée, debout dans le couloir. Sophie et Marc tournèrent les yeux vers elle, et l'atmosphère changea instantanément. Leurs regards s'écarquillèrent, passant de la neutralité à la stupeur, puis à l'inquiétude. Ils la reconnurent immédiatement. Ce n'était pas une simple citoyenne. C'était Camille Dubois, l'une des procureurs les plus respectées du palais de justice. « Mon Dieu, Camille » murmura Sophie, sa voix tremblante de choc. Elle s'approcha, scrutant son visage pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Marc Dubois, lui, serra les mâchoires, son expression passant de la surprise à une colère contenue. « Maître Dubois, que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix grave, se tournant vers Pierre. Entendre ses supérieurs appeler la femme « Maître Dubois » fit l'effet d'un coup de tonnerre pour Pierre Martin. Il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il regarda Camille, toujours menottée, et comprit enfin son erreur. Cette femme qu'il avait insultée, humiliée et arrêtée pour une infraction mineure n'était pas une simple civile. C'était Camille Dubois, procureure adjointe, une figure respectée dans les cercles judiciaires parisiens. La panique s'empara de lui. Son visage blêmit, et une sueur froide perla sur son front. Il tenta de balbutier une excuse. « Lieutenant, capitaine, je ne savais pas que c'était Maître Dubois. » Elle n'a pas montré ses papiers professionnels. Mais son excuse était faible, pathétique. Camille, en civil et hors service, n'avait aucune obligation de présenter ses titres professionnels. Et même si elle l'avait fait, rien n'aurait justifié le comportement de Pierre. Sophie Laurent le fusilla du regard. « Enlevez-lui les menottes, tout de suite » ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Pierre, les mains tremblantes, s'exécuta, déverrouillant les menottes avec maladresse. Camille, libérée, ajusta son tailleur avec une lenteur délibérée, son regard fixé sur Pierre, un mélange de mépris et de résolution dans les yeux. Puis elle se tourna vers Sophie et Marc. « Merci, lieutenant Laurent, capitaine Dubois, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je demande officiellement une enquête complète sur les agissements de l'agent Martin, abus de pouvoir, propos racistes et détention illégale. » Ces mots résonnèrent et dans le couloir, lourds de poids et d'autorité. Marc Dubois hocha la tête, son visage grave. « Martin, remettez votre badge, votre arme et votre radio. Vous êtes suspendu immédiatement, en attente d'une enquête des affaires internes. Retournez au poste et restez-y jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que clair ?» Pierre, blême, ne put que murmurer un « oui, capitaine » avant de s'éloigner, l'air d'un homme dont le monde venait de s'écrouler. Pendant ce temps, à l'extérieur du poste, la vidéo de Madame Claire commençait à faire des vagues. Léa Morel, la journaliste, avait reçu le fichier et, après l'avoir visionné, contacta immédiatement son rédacteur en chef. Les images étaient accablantes. Pierre Martin, hurlant des insultes racistes, menottant violemment une femme pour une faute mineure. Léa publia la vidéo sur le site du journal, accompagnée d'un article percutant intitulé « Injustice au cœur de Paris ». En quelques heures, la vidéo devint virale sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation. Des hashtags comme « Justice pour Camille » commencèrent à circuler, et des citoyens, choqués, partageaient leurs propres histoires d'abus policiers. Julien, de son côté, contacta un collègue du palais de justice pour offrir son témoignage. Il avait vu l'incident de ses propres yeux et était prêt à corroborer les faits.
Il envoya également un message à Camille et via un confrère commun, lui proposant son aide en tant que témoin. « Vous n'êtes pas seul », écrivit-il. Camille, bien qu'épuisée, ressentit d'une lueur d'espoir en lisant ce message. La vérité était en train d'éclater, portée par des alliés inattendus. Au poste, Sophie Laurent et Marc Dubois s'entretinrent avec Camille dans un bureau à l'écart. Ils lui présentèrent des excuses sincères, exprimant leur consternation face au comportement de Pierre. « Nous veillerons à ce que justice soit faite », Camille assura Marc. Pas de passe-droit, pas de couverture. Sophie ajouta : « Nous avons déjà demandé les images de la caméra corporelle de Martin. Elles seront examinées immédiatement. » Camille hocha la tête, reconnaissante pour leur intégrité, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait aux insultes, à la foule qui l'avait vue menotter, à la douleur de l'injustice. Pourtant, elle refusa de se laisser submerger. « Je veux que la loi soit suivie, rien de plus », répondit-elle simplement. Elle déclina leur offre de la raccompagner chez elle, préférant rentrer seule pour retrouver son calme. En quittant le poste, elle croisa le regard de Pierre, assis dans un coin, tête baissée, son badge posé sur le bureau devant lui. Il n'osa pas lever les yeux. Ce soir-là, alors que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, la vidéo de Madame Claire continuait de circuler, attisant les flammes d'un débat plus large. Les médias locaux reprirent l'histoire, et des avocats, des militants et même des politiciens commencèrent à demander des comptes. Camille, rentrée chez elle, s'assit sur son canapé, un verre de vin rouge à la main, et regarda les notifications s'accumuler sur son téléphone. Elle n'avait pas cherché cette attention, mais elle savait que cette affaire allait au-delà de sa propre expérience. C'était une chance de changer les choses, de mettre en lumière les abus qui, trop souvent, restaient dans l'ombre. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. La vérité était sortie, et avec elle, une tempête qui allait secouer non seulement Pierre Martin, mais tout un système. Le soleil se levait sur Paris, baignant les toits d'ardoise d'une lumière dorée, mais dans les couloirs du commissariat du 6e arrondissement, l'atmosphère était lourde. L'incident impliquant Camille et Dubois et l'agent Pierre Martin avait éclaté comme une bombe, et les répercussions se faisaient déjà sentir. La vidéo de Madame Claire, relayée par Léa Morel, avait enflammé les réseaux sociaux et les rédactions des journaux. Les images crues de l'arrestation brutale de Camille, accompagnées des insultes racistes de Pierre, tournaient en boucle sur les écrans, suscitant une indignation générale. Les Parisiens, habitués à l'élégance discrète de leur ville, étaient secoués par cette démonstration d'abus de pouvoir au cœur de leur capitale. Dans les cafés, sur les quais du métro, dans les salles de réunion, on parlait de Camille et Dubois, non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait tenu tête à l'injustice avec une dignité inébranlable. Pourtant, pour Camille, cette notoriété soudaine était un fardeau. Elle n'avait jamais cherché à devenir un symbole, mais elle comprenait que son histoire portait une vérité plus grande, une vérité qui demandait à être entendue. Au commissariat, l'enquête interne fut lancée dès le lendemain de l'incident. La lieutenante Sophie Laurent et le capitaine Marc Dubois supervisaient personnellement le processus, déterminés à garantir une investigation transparente. Les images de la caméra corporelle de Pierre Martin furent récupérées immédiatement. Elles étaient accablantes, chaque mot, chaque geste, chaque insulte raciale prononcée par Pierre s'était enregistrée avec une clarté implacable. Les enregistrements montraient une Camille calme, professionnelle, offrant de corriger son stationnement, face à un officier qui, dès les premières secondes, avait laissé ses préjugés dicter ses actions. Les affaires internes, sous la direction d'une enquêtrice rigoureuse, Madame Isabelle Fournier, interrogèrent Pierre dans une salle austère. Assis, les épaules voûtées, Pierre tenta de se défendre, répétant qu'il n'avait pas su qui était Camille, qu'il avait agi sous pression, que son comportement était un dérapage isolé. Mais ses excuses sonnaient creux. Isabelle, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, l'interrompit froidement. « Agent Martin, votre caméra montre que vous avez utilisé des insultes racistes et que vous avez menotté une femme pour une infraction mineure sans motif légal. Ce n'est pas un dérapage. C'est une faute grave. »
Pendant ce temps, Camille, fidèle à son tempérament, retourna au palais de justice dès le lendemain. Elle traversa les couloirs de marbre avec la même démarche assurée, bien que son cœur portât encore les stigmates de l'humiliation subie. Ses collègues, habituellement absorbés par leur dossier, lui adressaient des regards empreints d'un respect nouveau. Certains s'approchèrent et pour lui offrir leur soutien, d'autres murmurèrent des mots d'admiration pour son courage. Julien, le jeune avocat stagiaire qui avait assisté à l'incident, lui envoya un bouquet de fleurs accompagné d'une note. « Maître Dubois, votre force est une inspiration. Si vous avez besoin d'un témoin, je suis à vos côtés. » Camille, touchée, lui répondit par un message bref mais chaleureux, le remerciant pour son geste et acceptant son offre de témoignage. Elle rencontra également Madame Claire, la vendeuse de fleurs, dans un petit café près du tribunal. La vieille femme, avec ses mains ridées, et son sourire sincère, lui tendit une rose blanche. « C'est pour vous, madame. Vous avez fait ce que beaucoup n'osent pas. » Camille, émue, serra la main de Claire. Ces gestes simples, venant de personnes ordinaires, renforçaient sa conviction que la justice ne se limitait pas aux salles d'audience, mais vivait dans les actes de ceux qui refusaient de détourner le regard. L'enquête interne progressait rapidement. Outre la caméra corporelle, les témoignages s'accumulaient. Julien fournit d'une déposition détaillée, décrivant l'agressivité de Pierre et son refus d'écouter les tentatives de désescalade de Camille. Plusieurs passants, dont un couple de touristes britanniques qui avaient filmé une partie de l'incident, confirmèrent les faits. Léa Morel, la journaliste, publia un second article, enrichi de nouveaux témoignages et d'une analyse des dysfonctionnements systémiques au sein de la police. Son travail attira l'attention de figures politiques et locales, dont une députée, Madame Aïcha Ben Ali, qui appela publiquement à des réformes immédiates. « Ce qui est arrivé à Maître Dubois n'est pas un incident isolé, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. C'est le symptôme d'un problème plus profond. Nous devons agir. » La pression publique s'intensifiait, et le préfet de police, conscient de l'ampleur du scandale, ordonna une conclusion rapide de l'enquête. Les conclusions des affaires internes furent sans appel. Pierre Martin avait abusé de son autorité, utilisé un langage raciste, escaladé une infraction mineure sans justification légale et procédé à une arrestation illégale. Ces actions violaient gravement le code de déontologie de la police et frôlaient le délit pénal. Isabelle Fournier recommanda la sanction la plus sévère, le renvoi définitif. Le préfet, après avoir examiné le rapport, approuva la décision. Pierre Martin fut convoqué dans le bureau du capitaine Dubois. Debout, pâle, les mains tremblantes, il écouta le verdict. « Agent Martin, vous êtes démis de vos fonctions à compter de ce jour. Votre badge, votre arme et votre statut d'officier vous sont retirés. Cette décision est irrévocable. » Pierre, incapable de répondre, hocha la tête, le regard vide. Il quitta le commissariat sous les regards silencieux de ses anciens collègues, sa carrière brisée, son nom désormais associé à la honte. Bien que des poursuites pénales n'aient pas encore été engagées, la porte restait ouverte à une action en justice de la part de Camille ou du parquet. L'affaire ne s'arrêta pas là. La vidéo de Madame Claire, devenue virale, déclencha un débat national. Les médias, de France Info à Le Monde, analysèrent l'incident sous tous les angles, soulignant les problèmes de racisme et d'abus de pouvoir dans les forces de l'ordre. Des associations de défense des droits humains, comme SOS Racisme, organisèrent des manifestations pacifiques, brandissant des pancartes avec le slogan « Respect n'est pas négociable ». Dans les commissariats, les discussions devinrent plus tendues. Les officiers, autrefois prompts à plaisanter, se montraient plus réservés, conscients que chaque mot, chaque action, portait désormais un poids nouveau. Le préfet de police, sous la pression, annonça l'adoption d'un nouveau code de conduite pour la police parisienne. Ce document, intitulé officieusement « Protocole Dubois », en hommage à Camille, insistait sur une communication sans biais et un comportement non discriminatoire. Il fut distribué dans tous les commissariats, accompagné de sessions de formation obligatoires sur la gestion des préjugés et le respect des droits des citoyens. Camille, quant à elle, continuait son travail au palais de justice, mais son rôle avait changé. Elle n'était plus seulement une procureure, elle était devenue une figure d'inspiration.
Des invitations affluaient, des écoles de droit, des associations d'avocats, des panels sur les droits civils. Elle accepta de parler lors d'un événement à l'école de droit de la Sorbonne, où elle fut accueillie par une salle comble. Vêtue d'un tailleur bleu marine, elle monta sur l'estrade, son regard calme mais résolu. Elle ne parla que brièvement, mais ses mots résonnèrent avec force. « Je ne veux pas que l'on me craigne, dit-elle. Je veux simplement que l'on se souvienne que le respect n'est jamais optionnel. C'est un devoir. » La salle entière se leva pour l'applaudir, les étudiants et les professeurs émus par sa simplicité et sa puissance. Parmi le public, Madame Claire et Julien étaient présents, assis côte à côte, leurs visages rayonnant de fierté. Claire, avec sa modestie habituelle, murmura à Julien. « C'est elle qui a tout changé. Nous, on a juste à aider. » Julien sourit, reconnaissant que leur rôle, bien que modeste, avait contribué à une victoire collective. L'onde de choc de l'affaire se propagea au-delà de Paris. Dans d'autres villes françaises, des officiers furent encouragés à réévaluer leurs pratiques, et des citoyens, inspirés par l'histoire de Camille, commencèrent à signaler des abus avec plus d'assurance. Léa Morel reçut d'un prix journalistique pour son travail, et Madame Claire, bien que réticente à l'attention médiatique, fut célébrée comme une héroïne locale. Une association de quartier lui offrit une plaque honorifique pour son courage, qu'elle accrocha discrètement dans sa boutique de fleurs. Julien, motivé par l'expérience, décida de se spécialiser dans le droit des libertés publiques, déterminé à défendre ceux qui, comme Camille, étaient une victime d'injustice. Ensemble, ces individus, chacun à leur manière, avaient transformé une tragédie personnelle en un mouvement pour le changement. Pour Camille, l'incident laissait des cicatrices invisibles. Chaque fois qu'elle passait près d'une voiture de police, un frisson la traversait. Mais elle refusait de laisser cette douleur définir son avenir. Elle continuait à plaider au tribunal, à défendre la justice avec la même rigueur, mais avec une conviction renouvelée. Elle savait que le combat pour l'équité était loin d'être terminé, même pour ceux qui, comme elle, travaillaient au sein du système. Un soir, seule dans son bureau, elle reçut une lettre d'une étudiante en droit, une jeune femme noire qui écrivait « Maître Dubois, votre courage m'a donné l'espoir que je peux, moi aussi, faire une différence. Merci. » Camille posa la lettre sur son bureau, un sourire doux aux lèvres. Elle n'avait pas cherché à être un symbole, mais si son histoire pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne, alors chaque instant d'humiliation en valait la peine. L'histoire de Camille et Dubois devint une légende discrète dans les cercles judiciaires parisiens. Les conversations dans les couloirs du palais de justice changèrent. Les plaisanteries faciles laissèrent place à des rappels constants de la responsabilité que portait chaque uniforme, chaque badge, chaque mot prononcé sous serment. Une révolution silencieuse s'opérait, non pas dans les grandes déclarations, mais dans les petites actions quotidiennes. Un officier qui choisissait de désescalader, un citoyen qui osait parler, un journaliste qui refusait de se taire. Le protocole Dubois devint un rappel permanent que la justice n'arrive pas seule. Elle exige du courage, de la vigilance, et parfois, une femme seule sur un trottoir bondé, refusant de baisser la tête face à l'injustice. Camille, en continuant son travail, portait ce flambeau avec une détermination calme, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent devenir le moteur d'un changement durable. Et dans les rues de Paris, sous la lumière douce des réverbères, une nouvelle ère semblait s'annoncer, où le respect, comme l'avait dit Camille, n'était plus négociable. Réflexions et leçons pour la vie quotidienne. L'histoire de Camille Dubois, une procureure confrontée à l'injustice et à l'abus de pouvoir dans les rues de Paris, résonne comme un puissant rappel des valeurs fondamentales qui façonnent une société juste. Cette histoire, bien que fictive, s'inspire de réalités trop souvent vécues, et son impact émotionnel et moral nous pousse à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre l'injustice. En France, où les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans l'âme nationale, l'expérience de Camille nous invite à examiner comment ces idéaux se traduisent dans nos interactions quotidiennes. Elle met en lumière des vérités universelles. Le courage face à l'adversité, l'importance de la dignité et la nécessité de ne jamais détourner le regard face à l'injustice, même lorsque celle-ci ne nous touche pas directement.
Le premier sentiment que suscite cette histoire est une profonde indignation. Voir Camille, une femme compétente et respectée, humiliée publiquement pour une infraction mineure, nous rappelle que personne n'est à l'abri des préjugés. En France, pays fier de son héritage républicain, l'idée qu'une personne puisse être jugée non pas pour ses actes, mais pour son apparence ou son origine, est une blessure ouverte. Cette indignation, cependant, ne doit pas rester stérile. Elle doit se transformer en une réflexion active. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes témoins d'une injustice? Sommes-nous comme Madame Claire, qui, avec son simple smartphone, a choisi d'agir en filmant l'incident? Ou comme Julien, qui, malgré son hésitation initiale, a offert son soutien en tant que témoin? Ces personnages secondaires nous enseignent que chacun, à son échelle, peut contribuer à la justice. En France, où la solidarité est une valeur chérie, ces gestes, même modestes, rappellent que le changement commence par des actions individuelles. Une leçon essentielle tirée de cette histoire est l'importance de la résilience face à l'adversité. Camille, malgré l'humiliation et la douleur, a choisi de répondre avec calme et dignité. Sa connaissance de la loi et son refus de se soumettre à l'arrogance de Pierre Martin incarnent une force intérieure qui transcende les circonstances. Dans la culture française, où l'on valorise l'éloquence et la maîtrise de soi, Camille est un modèle d'intégrité. Elle nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de rester fidèle à ses principes. Cette leçon s'applique à la vie quotidienne, face à une injustice au travail, dans la rue ou dans nos cercles sociaux, nous devons apprendre à défendre nos droits avec fermeté, mais sans perdre notre humanité. Cela demande du courage, mais aussi une confiance en soi, une qualité que les Français admirent chez ceux qui, comme Camille, refusent de plier. Un autre enseignement clé est le pouvoir de la communauté. Sans Madame Claire, sans Julien, sans Léa Morel, l'histoire de Camille serait peut-être restée dans l'ombre. En France, où les mouvements citoyens ont souvent façonné l'histoire, des manifestations de mai 68 au récent débat sur l'égalité, cette histoire souligne que le changement naît de l'action collective. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit en signalant une injustice, en partageant une histoire ou en soutenant ceux qui se battent pour leurs droits. Cette idée résonne particulièrement dans une société française qui valorise le dialogue et la solidarité. Nous pouvons appliquer cette leçon en étant plus attentifs à ce qui se passe autour de nous, en osant parler lorsque quelque chose ne va pas, et en soutenant ceux qui, comme Camille, se dressent contre l'injustice. Enfin, l'histoire de Camille nous rappelle que la justice est un combat continu. Le protocole du bois, adopté par la police parisienne, symbolise un pas vers un système plus équitable, mais il ne marque pas la fin du chemin. En France, où les débats sur la diversité et l'égalité sont au cœur des discussions publiques, cette histoire nous pousse à ne pas baisser les bras. Nous devons continuer à exiger des institutions qu'elles respectent leurs engagements, tout en nous engageant nous-mêmes à être des acteurs du changement. Cela peut commencer par des gestes simples, écouter les histoires des autres, remettre en question nos propres préjugés, ou encore participer à des initiatives communautaires qui promeuvent l'inclusion. Cette histoire n'est pas seulement celle de Camille et Dubois, c'est la nôtre, celle de chacun d'entre nous qui croit en un monde plus juste. Si vous avez été touché par ce récit, si vous pensez que le respect et la dignité ne sont pas négociables, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour que d'autres entendent ce message, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires qui inspirent et transforment. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, que feriez-vous face à une injustice? Ensemble, faisons en sorte que ces histoires ne restent pas dans l'ombre. La justice commence par nous, alors ne détournez pas le regard.